À l'été 1974, l'équipe nationale italienne, finaliste de la Coupe du monde en titre, se rendit en Allemagne de l'Ouest. Dans leur bagage, ils emportaient non seulement leurs crampons et la fierté des Azzurri, mais aussi les espoirs de toute une nation désireuse de reconquérir son titre. C'était une génération de joueurs extrêmement talentueux qui avaient élevé l'art de la défense du Catenaccio au rang de légende, alliant cette maîtrise à une certaine flamboyance offensive. L'équipe de cette année-là était un mélange entre le crépuscule de la glorieuse génération du Mexique de 1970 et l'aube d'une jeunesse ambitieuse. Mais le football n'est pas toujours un conte de fées. La Coupe du monde de 1974 s'est achevée sur une note amère. Un parcours inachevé pour les Azzurri éliminés dès la phase de groupe. Pourtant, dans cette fin abrupte, le destin de chacun est apparu plus clairement que jamais. 50 ans ont passé, et le temps cruel a laissé des traces indélébiles sur leur vie. Certains sont devenus des légendes immortelles, d'autres ont choisi la solitude, et d'autres encore ont vu leur aventure s'interrompre dans une tragédie ultime. Revenons sur les pages qui retracent la vie de ces garçons. Benetti, alors âgé de 28 ans, incarnait la force et la ténacité au milieu de terrain. Si l'équipe italienne avait besoin de quelqu'un pour étouffer l'enthousiasme adverse, c'était bien lui. Avec son style de jeu intraitable, ses tacles féroces qui éclipsaient parfois sa technique individuelle, Benetti était le roc que redoutaient tous les joueurs adverses. Il a disputé l'intégralité des 270 minutes du tournoi cette année. Là, infatigable, maintenant à flot une équipe qui commençait à montrer des signes de fatigue. Après le tournoi, la carrière de Benetti a continué de s'épanouir. Il est devenu une icône à l'AC Milan, puis à la Juventus, remportant le Scudetto et la Coupe d'Italie. C'est le genre de joueur dont on se souvient lorsqu'il prend sa retraite, non pas pour ses buts magnifiques, mais pour son esprit combatif et indomptable. Loin des terrains, Benetti a choisi une vie plus paisible, loin des paillettes et du faste. Celui qui terrorisait autrefois. Ses adversaires, aujourd'hui âgés de 78 ans, coulent des jours heureux dans sa ville natale, intervenant occasionnellement comme consultant et gardant en mémoire une époque où le football était un sport intense et passionné. Le brillant Fabio Capello évoluait aux côtés de l'intrépide Benetti. En 1974, à 27 ans, il était déjà un milieu défensif doté d'un sens tactique aigu. Capello jouait davantage avec sa tête qu'avec ses pieds et son but de consolation contre la Pologne. 7. En est là témoignant de son excellent placement et de sa lecture du jeu. Malgré la défaite de l'Italie, Capello avait déjà démontré qu'il incarnait l'avenir du football italien. Et de fait, la vie de Capello après sa retraite fut encore plus brillante que sa carrière de joueur. Il n'était pas seulement un bon joueur, il était né pour diriger. Capello est devenu l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, triomphant de clubs prestigieux comme l'AC Milan, le Real Madrid, la Juventus et l'équipe d'Angleterre. Il incarne la discipline de fer et la soif de victoire absolue. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Don Fabio conserve toute sa dignité, est un commentateur perspicace, un géant, dont chaque parole est écoutée avec le plus grand respect par le monde du football. Jacinto Facchetti était l'incarnation de cette génération à 30 et 1 an capitaine. Il était le gentleman sur le terrain. Facchetti a redéfini le rôle d'arrière latéral, se montrant non seulement solide en défense, mais aussi redoutable en attaque. Avec son physique sculpté, grand beau soigné et élégant, il est devenu l'âme et le pilier moral de l'équipe dans les moments les plus difficiles. Toute sa vie fut consacrée au noir et bleu de l'Inter Milan. Après sa retraite, il ne choisit pas de quitter le club, mais continua de s'y investir, pleinement devenant président et incarnant l'intégrité dans une période tumultueuse du football italien. Il mena une vie sans scandale emplie d'amour. Pourtant, le 4 septembre 2006, le monde du football fut bouleversé par une terrible nouvelle. Jacinto Facchetti s'éteignit
à l'âge de 64 ans après un combat silencieux contre un cancer du pancréas. Sa disparition laissa un vide immense, mais l'image de ce grand capitaine restera à jamais une source d'inspiration pour les générations futures. Sandro Mazzola arriva à la Coupe du Monde. 1974 à 31 ans, portant le poids du nom Mazzola, celui du fils du légendaire Valentino Mazzola. Sur le terrain, il était un artiste à la vitesse fulgurante et à la technique sublime qui dominait l'Europe avec l'Inter Milan. Lors de ce tournoi même, s'il ne marqua pas chaque touche de balle de Mazzola, témoignait de la classe d'une grande star, de quelqu'un qui savait toujours faire la différence. Après la défaite de 1974, Mazzola se retira progressivement, laissant la place à la jeune génération, et prit sa retraite, quelques années plus tard. Contrairement à nombre de ses collègues, il connut un immense succès comme entraîneur et commentateur sportif. Il devint une voix familière pour les supporters italiens, un analyste à la fois perspicace et sensible. Aujourd'hui octogénaire, Sandro Mazzola est toujours en pleine forme, vit heureux en famille. Et son héritage ne se limite pas aux trophées, il a su s'affranchir de l'ombre imposante de son père pour écrire sa propre légende. Dino Zoff, le géant silencieux des cages, avait alors 32 ans. Zoff n'était pas un joueur flamboyant, mais un rempart inébranlable. Avec son visage impassible et sa concentration intense, il était le dernier rempart, assurant la sérénité de ses coéquipiers. Sa performance, en 1974, bien qu'insuffisante pour sauver l'Italie, fut le point de départ d'un parcours extraordinaire. La carrière de Zoff illustre parfaitement l'adage « Plus on vieillit, plus on est piquant ». Il a joué avec une constance remarquable, atteignant son apogée à 40 ans avec le titre de champion du monde. Après sa retraite, Zoff est devenu un entraîneur de talent, menant notamment l'équipe d'Italie aux portes de la victoire à l'Euro. 2000 aujourd'hui. Dino Zoff coule des jours, heureux considéré comme une figure emblématique, un symbole de professionnalisme et de longévité. Tarcisio Burgnic, avec Fascetti, a créé une défense légendaire. À 35 ans, Burgnic est un pilier de la vieille garde. Il joue avec rigueur, collant ses adversaires à la colle discret et sans fioriture. Burgnic accomplit un travail de l'ombre, indispensable à la visibilité des stars. Défenseur classique, il considère la protection des buts comme une priorité absolue. Après avoir raccroché ses crampons, Burgnic a connu une longue carrière d'entraîneur naviguant entre de nombreuses petites équipes et se consacrant pleinement à sa passion pour la tactique. Il a mené une vie modeste, loin des scandales du football moderne. Le rôle de héros discret semblait lui être destiné jusqu'à la fin de ses jours. En mai 2021, Tarcisio Burgnic s'est éteint, à l'âge de 82 ans, emportant avec lui à jamais les souvenirs d'une époque glorieuse de défense solide. Pietro Anastasi, un Italien du Sud âgé de 26 ans, incarnait l'espoir de l'attaque, surnommé le Pelé blanc. Anastasi possédait un talent inné pour marquer des buts et une finition improvisée lors de la Coupe du Monde 1974. Il inscrivit le premier but de l'Italie contre Haïti, une rare lueur d'espoir dans un tournoi morose. Anastasi est un symbole d'ascension sociale d'un garçon pauvre du Sud à une star de la Juventus. Pourtant, derrière cette image de gloire, sa vie était plutôt paisible. Il menait une vie simple consacrée à l'entraînement des jeunes et aux commentaires sportifs. Durant les dernières années de sa vie, il a dû lutter contre la terrible maladie de la sclérose latérale amyotrophique, SLA. Le 17 janvier 2020, Pietro Anastasi s'est éteint à l'âge de 71 ans. Sa disparition nous rappelle tragiquement la fragilité de la vie humaine, même pour un héros sur le terrain. Gigi Riva, un homme qui inspirait à la fois respect et crainte chez tous les défenseurs. Son surnom, Rombo di Tuono. Le tonnerre en disait long, grâce à sa puissante frappe du gauche. Lors de la Coupe du Monde, 1974, à 29 ans, Riva était toujours l'attaquant,
Titulaire, mais des blessures à répétition commençaient à affaiblir ses jambes. Bien qu'il n'ait pas marqué durant le tournoi sa légende de meilleur attaquant italien de tous les temps, est resté intact. L'étrange ceste que Riva ait refusé toutes les invitations des grands clubs du Nord pour rester à Cagliari, petite équipe de Sardaigne jusqu'à la fin de ses jours. Il a préféré l'amour et la fidélité à une gloire éphémère. Riva menait une vie recluse aussi paisible que l'île qu'il avait choisie comme seconde patrie. Parfois, on percevait chez lui une certaine mélancolie. Pendant de nombreuses années, il est devenu l'ange gardien du football italien incarnant à la perfection le rôle de leader de son équipe. Mais ce tonnerre a fini par se taire. En janvier 2024, Gigi Riva cesse éteint plongeant l'Italie entière dans le deuil. Il est parti emportant avec lui le secret du pouvoir de la fidélité, un secret que le monde du football moderne semblait avoir oublié. Gianni Rivera, premier Italien à remporter le Ballon d'Or européen, arrive en Allemagne à l'âge de 30 ans. Il incarne la beauté, la créativité et la précision de ses passes. Cependant, la Coupe du Monde, 1974, est aussi marquée par une utilisation inégale de son effectif, Rivera étant souvent relégué sur le banc ou remplacé. Son but contre Haïti témoigne de son génie, malgré un temps de jeu limité. Contrairement à son image romantique sur le terrain, Rivera est un homme extrêmement brillant et ambitieux dans la vie. Après sa retraite sportive, il cesse de lancer en politique, devenant vice-ministre de la Défense italienne et député européen. Il est la preuve que les footballeurs ne se contentent pas de jouer au football. Aujourd'hui, à 81 ans, Rivera conserve son élégance, est une figure influente dans la société et continue de mettre son intelligence au service du pays d'une manière tout à fait différente. Giorgio Chinaglia fut la fausse note de cette saison-là. L'attaquant de la Lazio, âgé de 27 ans, apportait au jeu une énergie débridée et imprévisible. Son coup de sang ponctué d'insultes et de gestes brusques lors de sa sortie contre Haïti devint une tâche, mais aussi le symbole de son tempérament indomptable. Redoutable dans la surface, Chinaglia était également une bombe à retardement dans les vestiaires. Après le tournoi Chinaglia Ceste, envolé de façon spectaculaire pour les États-Unis, jouant pour le New York Cosmos et devenant le coéquipier de Pelé, il a vécu comme un roi en Amérique, marquant des buts à la chaîne et profitant d'une vie luxueuse. Cependant, sa vie a également été marquée par des démêlés judiciaires, des mandats d'arrêt et des scandales liés à la mafia, lorsqu'il a tenté de revenir à la présidence de la Lazio. Sa vie ressemblait à un film d'action sans fin. Mais le film s'est brutalement arrêté, le 1er avril 2012. Chinaglia est décédé en Floride à l'âge de 65 ans d'une crise cardiaque, mettant fin à une vie tumultueuse faite de gloire et de scandales. Roberto Boninsigne, surnommé Bonimba, était un avant-centre classique, réputé pour son pressing, sa puissance dans les duels et sa finition tonitruante. À 30 ans, le joueur né en 1943 se rendit en Allemagne pour la Coupe du Monde. 1993. 74, auréolé du statut de héros de celle de 1970, où il avait marqué en finale contre le Brésil. À cette époque, Boninsigne était un redoutable buteur dans la surface de réparation de l'Inter Milan. Mais le tournoi de 1974 marqua une période difficile dans sa carrière. Il ne joua que 45 minutes contre la Pologne et son remplacement en cours de match symbolisa un tournant son style de jeu basé sur la puissance, cédant progressivement la place à une approche plus tactique. Mais la vie de Boninsigne ne s'arrêta pas là. 2 ans plus tard, un événement bouleversant se produisit. Il fut vendu par l'Inter à la Juventus, son rival historique, en échange de Pietro Anastasi. Les supporters de l'Inter étaient furieux, et ceux de la Juventus étaient sceptiques quant aux capacités du joueur. Loin des terrains, Boninsigne a choisi la vie d'un observateur exigeant mais passionné. Il a été directeur technique et entraîneur de jeunes, mais ce dont on se souvient surtout de Bonimba,
Ceste de sa personnalité franche et intransigeante, à l'image de son jeu. Il n'hésite pas à critiquer le football moderne pour son manque de véritables numéros. 9. Sa vie privée est très discrète. Il trouve du bonheur dans des loisirs raffinés et sa famille loin des scandales. Il semble que la force et la rudesse déployées sur le terrain se soient appliquées à sa vie, faisant de lui une figure à la fois rude et respectable. Aujourd'hui, à 96 ans, Roberto Boninsegna vit toujours en pleine forme à Mantoue. Il demeure un homme, robuste témoin historique, toujours prêt à raconter des histoires héroïques d'une époque où le football était un combat d'hommes. Franco Causio était un ailier flamboyant doté d'une technique exceptionnelle surnommée Il Barone, le baron pour son élégance sur le terrain. Lors de la Coupe du Monde 1974 à 25 ans, au sommet de sa carrière, il ne disputa que 2 matchs et ne put empêcher l'Italie de sortir de la phase de groupe. Pourtant ses dribbles et sa chevelure flottante insufflèrent une aura romantique à une équipe vieillissante. Causio ne se contentait pas de jouer au football. Il offrait un véritable spectacle avec le ballon apportant souplesse et fluidité, au style de jeu sec et discipliné du Catenaccio. La suite de sa carrière fut une véritable ode à la passion. Il devint un pilier incontournable de la Juventus pendant plus d'1 décennie, remportant d'innombrables titres. Mais le summum de la gloire arriva 8 ans plus tard lors de la Coupe du Monde 1982. Malgré son âge et son rôle de remplaçant stratégique, Causio contribua grandement au 3e titre mondial de l'Italie. L'image de lui jouant aux cartes avec le président. Après sa retraite, l'élégance du baron est restée intacte. Il a préféré le statut de commentateur sportif de renom à celui de commentateur sportif, prestigieux à la télévision. Grâce à son immense savoir et à son style d'écriture posé, Causio est respecté comme un véritable gentleman dans le monde du football. Il est également auteur, partage sa philosophie du football et de la vie et cultive une image irréprochable. Il existe une ressemblance frappante entre Causio sur le terrain et Causio en dehors, toujours élégant, raffiné et toujours sous les feux des projecteurs. Aujourd'hui, à 75 ans, Franco Causio est encore régulièrement présent dans les médias. Il mène une vie bien remplie, adulée par les fans, non seulement pour son talent passé, mais aussi pour son élégance naturelle qui ne se démode jamais. Giuseppe Wilson était le capitaine légendaire de la Lazio. Un libéro brillant d'origine anglaise mais italien de cœur, réputé pour son autorité défensive et sa forte personnalité. Arrivé à la Coupe du Monde 1974, auréolé du titre de champion de Série A avec la Lazio, Pino était un leader né, faisant preuve d'une intelligence et d'un sang-froid rare au sein d'une équipe de la Lazio divisée et réputée pour son jeu explosif. En Allemagne cette année, Wilson disputa 2 matchs et tenta de déstabiliser les Azzurri, mais ses performances individuelles exceptionnelles ne suffirent pas à sauver l'équipe d'une Coupe du Monde. Décevante, à son retour d'Allemagne, la vie de Wilson bascula dans des tragédies inattendues. En 1980, il fut impliqué dans le scandale des matchs truqués des Totoneros. Son image de capitaine exemplaire se fondra lorsqu'il fut arrêté au stade et condamné par la suite à 3 ans de suspension, le contraignant à une retraite prématurée et déshonorée. Une tâche qu'il passa sa vie à tenter d'effacer. Wilson ne s'est pas effondré après avoir quitté les terrains. Il a repris ses études, obtenu un diplôme de droit et est devenu avocat. Il a également travaillé comme commentateur sportif ceste, efforcé de redorer son image et a mené une vie exemplaire, prouvant ainsi que l'on peut commettre des erreurs, mais aussi se relever. Il a vécu ses vieux jours paisiblement, toujours vénéré par les supporters de la Lazio comme le plus grand capitaine de l'histoire du club, malgré ses erreurs passées. Le destin de Wilson semblait refléter celui de la Lazio à cette époque.
Les sommets de la gloire et les abysses des ténèbres étaient indissociables. Cependant, ce parcours tumultueux prit fin le 6 mars 2022. Giuseppe Wilson s'éteignit à l'âge de 76 ans des suites d'un AVC. Sa disparition laissa un grand vide mettant un terme à l'histoire de ce talentueux mais tragique prince de sang mêlé. Francesco Morini, à 29 ans, le défenseur central intraitable de la Juventus, s'est imposé comme un roc silencieux en défense surnommé Morgan. Une référence aux pirates pour sa façon de poursuivre et d'étouffer la moindre tentative d'attaque adverse, il était né en 1944. Morini n'avait pas besoin de grands mots pour marquer les esprits. Son style de jeu féroce, persévérant et inflexible parlait de lui-même. Dans le souvenir de ceux qui l'ont vu jouer, Morini restera à jamais l'image, même de la ténacité et de la robustesse un guerrier dont la simple présence suffisait à faire trembler ses adversaires. Après la Coupe du Monde, Morini a continué d'être un pilier de la domination de la Juventus en Serie A et en Coupe des vainqueurs de Coupe d'Europe. Il a pris sa retraite sans jamais avoir marqué le moindre but en match officiel, une performance atypique mais source de fierté pour ce défenseur central à l'ancienne. Après avoir raccroché ses crampons, Morini n'a pas choisi de devenir. Morini est très discret sur sa vie privée, homme de famille et homme d'affaires prospère. Il entretient des liens étroits avec ses anciens coéquipiers. On le voit souvent avec un sourire bienveillant à l'opposé de son visage de tueur sur le terrain. Il est la preuve que ceux qui œuvrent dans l'ombre sont souvent ceux qui possèdent la plus grande profondeur d'âme. Cependant, la loi de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort n'épargne personne, même les plus résistants des pirates. Le 31 août 2021, Francesco Morini s'est éteint paisiblement à l'âge de 77 ans. Son départ discret a laissé un grand vide à la Juventus, où il a consacré sa jeunesse à la défense du but et le reste de sa vie à la construction de l'équipe. Luciano Spinozzi, à 24 ans, le plus jeune défenseur de la Squadra Azzurra cette année-là, aborda la Coupe du Monde 1974 avec un tempérament romantique polyvalent et enthousiaste. Typiquement. Romain, né en 1950. Il incarnait la fraîcheur d'une nouvelle génération rivalisant avec les vétérans du football italien. Être titulaire lors des 3 matchs fut un grand honneur. Une confirmation que son cœur de jeune homme et son désir de contribuer méritaient toute notre confiance. Malgré la défaite en finale, la prestation de Spinozzi fut jugée complète et prometteuse. Il s'imposa comme un modèle de défenseur moderne, capable non seulement de défendre, mais aussi de se projeter vers l'avant pour participer à chaque action, laissant aux supporters le souvenir d'un avenir radieux. La carrière de Spinozzi fut ensuite associée aux 2 clubs les plus prestigieux d'Italie, la Juventus et l'AS Roma. Il remporta de nombreux scudetti et Coupes d'Italie, devenant un des défenseurs les plus fiables des années 60. En dehors des terrains, Spinozzi était également célèbre pour son allure d'acteur et son style. Après sa retraite de joueur, Spinozzi a continué à s'investir dans le football en tant qu'entraîneur adjoint. Il a été un adjoint efficace de Sven-Göran Eriksson à la Lazio durant la période faste du club dans les années 2000. Contrairement à son image froide sur le terrain, Spinozzi est dans la vie une personne joviale et sociable, toujours optimiste. Il préfère profiter de la vie avec ses amis et le football sans se soucier de la célébrité. Aujourd'hui, à 74 ans, Luciano Spinozzi mène une vie saine et active. Il apparaît occasionnellement dans des émissions de commentaires, sportif toujours avec un large sourire. Son parcours de jeune défenseur en 1974 à heureux, vieux bon vivant, d'aujourd'hui témoigne d'une vie pleinement vécue avec passion, où le football est une joie et non un simple fardeau. Paolo Pulici, à 24 ans, la plus grande légende du Torino, était surnommé Puliciclone.
un véritable ouragan qui balayait jadis toutes les défenses de Serie A grâce à sa vitesse fulgurante, son jeu agressif et son talent de finisseur hors pair. Pourtant, lors de la Coupe du Monde 1974, son histoire devint un fantôme pour les supporters italiens. Arrivé en Allemagne, Pulisi était au sommet de sa forme, et l'on attendait de lui qu'il insuffle une nouvelle vie à une attaque vieillissante. Ironie du sort. Le sélectionneur Valcareggi ne lui accorda pas une seule minute de jeu. Sur le banc, Pulisi observa en silence ses aînés tels que Riva ou Chinaglia peiner à trouver le chemin des filets, tandis que ses jeunes jambes brûlaient d'envie de se jeter dans la bataille. Cette absence totale fut non seulement une déception personnelle pour Pulisi, mais aussi une grande source d'interrogation pour tous ceux qui rêvaient d'une attaque italienne plus flamboyante. Ne se laissant pas abattre par la déception de la Coupe du Monde, Pulisi retourna en Italie et transforma sa colère en force. Il devint l'âme du triomphe historique du Torino, remportant le Scudetto lors de la saison 1975-76, brisant la domination des deux géants de la ville, la Juventus, et le Milan AC. Pulisi fut 3 fois meilleur buteur de Serie A, un exploit extraordinaire. Il était plus qu'une simple joueur, il était un symbole de l'esprit. Granata, le maillot à la noix de Bethel du Torino, tenace, fougueux et d'une loyauté sans faille. Après sa retraite, Pulisi a quitté les feux de la rampe et a choisi une voie radicalement différente de celle de ses collègues prestigieux. Il a refusé des postes de direction ou de commentateur pour devenir entraîneur des jeunes d'un club amateur. Pulisi Clone est aujourd'hui un professeur, dévoué enseignant aux enfants, non seulement le football, mais aussi les valeurs humaines. Sa vie est loin des scandales sans fêtes fastueuses, seulement des joies simples en famille, et la passion d'inspirer la nouvelle génération. On le croise souvent dans les rues tranquilles, arborant toujours un sourire bienveillant lorsqu'on le reconnaît. Pulisi présente un contraste saisissant. Sur le terrain ceste, une véritable tornade furieuse, puissante et inarrêtable. Mais en dehors, Paolo Puliti incarne la sérénité et l'humilité. Il semble que toute son intensité se soit concentrée sur le ballon, laissant derrière lui une âme, douce et profonde dans la vie de tous les jours. Il est la preuve qu'une grande star n'a pas besoin de faire du bruit pour marquer les esprits. Aujourd'hui, à 74 ans, Paolo Puliti coule des jours paisibles dans le nord de l'Italie. Il a définitivement tourné le dos au monde, impitoyable du football professionnel pour profiter pleinement de sa retraite, pour les supporters du Torino en particulier et pour le football italien en général. Il demeure une figure emblématique. L'image de son incapacité à jouer en 1974 n'est plus une source de souffrance, mais fait désormais partie de la légende d'un génie, oublié qui a su répondre à l'échec par les titres les plus prestigieux en club.